C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un conducteur près de nous, eh bien, nous sommes exposés à un champ électrique, et ceci est montré ici. Mais si vous avez donc un signal positif, vous avez une augmentation relative de signaux de plus haute fréquence, ici autour de 500 à 2000 Hz. Donc la réponse que nous observons en premier est donc une réponse relativement simple, c'est oui ou non. Non, c'est le bruit de fond en haut. Oui, c'est le signal, donc avec une fréquence plus grande. Et donc on voit ici l'augmentation d'amplitude, ici l'analyse de Fourier, et une autre type d'analyse de Fourier qui vous montre donc des harmoniques. Ici, c'était, je crois, pris dans le continent d'Amérique du Nord, où, comme vous savez, le courant a une fréquence de 60 Hz, donc on a plutôt un pic de bruit de fond à 60 Hz, mais aussi des harmoniques de plus grande fréquence. Et vous voyez un changement vers des plus hautes fréquences quand il y a un signal positif. Donc voilà la définition pour l'instant. C'est tout à fait empirique. Je parle des faits pour l'instant. Il ne s'agit pas d'interprétation, je parle de faits. Alors, ce que nous avons observé, c'est d'abord qu'il faut filtrer, il faut travailler sur un filtrat. C'est-à-dire que le micro-organisme de départ, et bien sûr maintenant nous savons que ce n'est pas seulement les mycoplasmes, mais aussi des bactéries classiques, des virus, il faut enlever le micro-organisme pour détecter le signal du filtrat. Il faut donc filtrer par un filtre qui élimine le micro-organisme de départ. C'est-à-dire, si on a des bactéries, il faut filtrer à 450, puis ensuite à 100 nanomètres. Si on a des virus, il faut filtrer même au-delà, à 20 nanomètres. Les virus, en général, ont une taille entre 25 et 100, 150 nanomètres. Donc voilà un petit peu la première loi, c'est une filtration qui est très importante. La deuxième, c'est qu'on détecte seulement les signaux à certaines dilutions. Si le filtrat est trop concentré, en structure émettrice de signaux, on ne détecte pas les signaux. Vous avez ici, par exemple, un exemple où on observe un signal en rouge entre les dilutions 10-5 et 10-8. Ceci est un artefact, c'est-à-dire que les structures qui émettent les signaux sont bien présentes aux plus faibles dilutions. Mais probablement, enfin, là on vient un peu dans notre interprétation, il y a inhibition du signal du fait qu'il y a probablement trop de structures qui émettent les signaux et qui peuvent interférer entre elles. En fait, vous verrez plus tard que c'est probablement un réseau de structures aqueuses qui se forme et le réseau ne peut pas vibrer s'il n'est pas suffisamment dilué. Il faut qu'il y ait une vibration, il faut que les structures qui constituent le réseau soient relativement séparées, donc il faut diluer davantage. Alors, je peux vous dire qu'on peut diluer parfois à des concentrations telles qu'il n'y a plus de molécules. On rentre dans l'homéopathie, c'est-à-dire que, par exemple, pour une filtration de bactéries, de colibacilles, on a des signaux jusqu'à 10 puissance moins 17, moins 18, et on peut montrer qu'il n'y a plus aucune molécule présente dans ces dilutions. Donc, ceci renforce l'idée qu'il s'agit de structures aqueuses qui sont émettrices. Alors, voici donc un exemple pour le mycoplasme épirum de départ. Vous voyez qu'il y a des dilutions positives à partir de moins 6 jusqu'à moins 9. Et donc, c'est aussi une caractéristique que les dilutions positives se suivent toujours. Ensuite, elles deviennent négatives parce que probablement il n'y a plus assez de structures émettrices. Alors, ceci est observé d'abord chez Mycoplasma pyrum, mais bien sûr, nous sommes adressés à des bactéries plus classiques. Et vous voyez ici une liste qui n'est pas exhaustive. En fait, nous avons maintenant, on peut dire, fait un peu le tour de toutes les bactéries pathogènes humaines. Toutes les bactéries pathogènes humaines sont émettrices de signaux dans certaines conditions. En ce qui concerne les virus, nous avons bien sûr commencé avec le virus du sida, mais aussi le virus de la grippe, le virus de l'hépatite C, le CMV. Donc, nous n'avons pas fait le tour complet des virus, mais on peut dire qu'un certain nombre de virus sont également émetteurs.
Alors, ce qui est intéressant et nous a beaucoup surpris d'ailleurs, c'est que ces expériences qui étaient faites au laboratoire, dans des solutions pures, d'une culture pure de bactéries ou de virus, on pouvait également retrouver les mêmes types de signaux dans le sang de patients infectés. Et pour cela, donc, on prépare le plasma. Donc, c'est le plasma au sens biologique du terme, pas au sens physique du terme, bien entendu, de patients. Et nous voyons que, bien sûr, des patients infectés par des virus ou des bactéries chroniquement présentent ces signaux. On verra plus en détail tout à l'heure. Mais aussi des patients qui sont atteints de maladies qui ne sont pas connues pour être d'origine infectieuse. Alors, ceci est très intéressant, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Parkinson, on peut ajouter maintenant la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, beaucoup de neuropathies, des animaux également infectés par des rétrovirus, comme le chat infecté par le virus de la leucémie féline, alors que nous ne trouvons pas de signaux dans des cultures de cellules non infectées, dans des cultures de champignons comme Candida albicans, et pas non plus dans le plasma de patients qui souffrent de différentes pathologies, hypertension, diabète, arthrose, cancer du poumon. Ceci n'est pas exhaustif, bien entendu. On n'a pas passé tous les patients de la Terre, donc on ne peut pas absolument rejeter la possibilité qu'il y ait des patients qui ne sont pas infectés par un certain nombre de bactéries ou de virus qui puissent émettre des signaux. Mais en tout cas, pour l'instant, nous observons, et c'est la surprise, donc, des signaux positifs de bactéries dans la polyarthrite rhumatoïde et des maladies neurodégénératives. Et ceci suggère donc qu'il y a peut-être une origine infectieuse, parmi d'autres facteurs, bien sûr. Ces maladies sont chroniques et multifactorielles, mais on peut donc voir là une application à la fois au diagnostic précoce de ces maladies et aussi à leur traitement éventuellement. Alors, je vais maintenant aller un peu plus en détail pour parler, bien sûr, des patients infectés par le virus de sida. Nous avons fait une collaboration avec les centres qui ont été installés grâce aux gouvernements locaux et aussi à notre fondation, liée à l'UNESCO, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et aussi, plus récemment, au Cameroun. Alors, la surprise a été que les meilleurs émetteurs de signaux étaient les plasmas de patients traités déjà par les médicaments antirétroviraux. Vous savez qu'actuellement, on ne peut pas guérir le sida, mais on peut très grandement améliorer la condition des malades et leur permettre de vivre, d'éviter des infections opportunistes, grâce à des combinaisons de 2 ou 3 inhibiteurs du virus, de la multiplication du virus. Et bien sûr, grâce à ces inhibiteurs, on diminue ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qui est dans le sang, et on arrive pratiquement à éliminer cette charge virale, à la rendre indétectable après 3 à 6 mois de ces traitements avec un mélange de 2 ou 3 inhibiteurs. Eh bien, c'est chez ces patients qui donc n'ont plus de charge virale détectable, c'est là qu'on détecte le plus de signaux. Je dois dire qu'avant d'utiliser cette technologie, nous avions recherché aussi, par des techniques très sensibles de mesure du pouvoir infectieux du virus, et nous avions trouvé également que des patients très bien traités, à charge virale indétectable par des moyens moléculaires, eh bien, contenaient encore des particules infectieuses que l'on pouvait détecter sur des lymphocytes. Donc il reste ce qu'on appelle un réservoir, ça c'est bien connu. On sait qu'on n'arrive pas à éradiquer l'infection par les traitements antirétroviraux, mais qu'il existe donc une fraction du virus, probablement dans les ganglions lymphatiques, qui n'est pas accessible au traitement. Et c'est cette fraction qui, lorsqu'on arrête le traitement antirétroviral, eh bien, va redonner du virus qui va se multiplier de façon intense, ce qui oblige d'ailleurs justement à faire ce traitement toute la vie, chaque jour, sans arrêt. Et donc chez ces patients bien traités, bien répondant au traitement antirétroviral, on trouve, comme vous voyez ici, des signaux positifs dans les rangées de -5, de -6, de -7, -8, -9. -5 est négatif. Donc voilà ici un exemple d'un patient donc séropositif traité par la trithérapie et
qu'il n'y a plus de charge virale détectable dans le sang, eh bien, on trouve des signaux à moins 8, moins 7, moins 8, jusqu'à moins 9, jusqu'à moins 9. Alors, on a fait bien sûr des études pour voir la stabilité des signaux, des structures émettant les signaux dans le plasma. Le plasma est donc conservé à 4 degrés, il ne faut pas congeler. La congélation détruit les structures qui émettent les signaux. Et on s'aperçoit que pour les plasmas qui ont été filtrés à 20 nanomètres en rouge, on a une assez grande stabilité. Pour les patients pour les plasmas qui ont été filtrés seulement à 100 nanomètres, au lieu de 20 nanomètres, on s'aperçoit que les structures émettrices disparaissent assez vite. Probablement, peut-être qu'il y a à ce moment-là un mélange, si vous voulez, de deux micro-organismes, peut-être un mycoplasme qui, lui, peut donner des signaux après la filtration à 100 nanomètres, et seulement le virus, lui, qui va donner des structures qui sont filtrées à 20 nanomètres, qui passent les filtres de 20 nanomètres. Et ces structures sont relativement stables, puisqu'on peut parfois les conserver jusqu'à 20-30 jours. Ce n'est pas toujours le cas. Enfin, elles sont relativement stables. C'est une propriété importante, parce que certains physiciens nous disaient, mais c'est pas possible que ce soit l'eau, parce que l'eau peut former effectivement des clusters, des agrégats, mais ces structures sont extrêmement instables. C'est de l'ordre de nanosecondes, de microsecondes. Là, nous avons affaire à des structures qui s'auto-entretiennent probablement et qui sont relativement stables dans le plasma. Donc ça, c'est simplement un agrandissement à zoom sur 2 patients qui vous montre les stabilités relatives, toujours les mêmes dilutions. Donc on ne diminue pas, si vous voulez, les signaux par le fait qu'ils pourraient disparaître à certaines dilutions. Ils sont toujours dans les mêmes dilutions, quelle que soit la durée de conservation. Alors, in vitro, nous sommes bien sûr intéressés à un objet qui est très bien connu des biologistes, c'est le colibacille, Escherichia coli. Escherichia coli, il y a des monceaux de littérature, de livres, de manuels, textbooks sur cette bactérie qui est vraiment l'objet favori des biologistes moléculaires, qui a permis de faire beaucoup d'avancées en biologie moléculaire. Donc nous sommes concentrés